Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau Mercato Live du FC Copain. Donc, commencez à connaître le principe, c'est le 3e qu'on lance depuis quelques jours. Donc, on prend 3 sujets Mercato et puis les copains, on va décortiquer ça ensemble avec des stats, avec des avis tranchés et puis on va voir ensemble si c'est plutôt des bons coups, des bonnes opérations pour un club, pour les 2 clubs en question, pour le joueur. Voilà, on fait un petit peu l'état des lieux avec 3 infos aujourd'hui. Alors, ces 3 infos qui concernent la Ligue 1. Il y en a un, on est sur Bradley Barcola qui semble, en tout cas, montrer une volonté de pas prolonger, ça c'est clair. Donc, ça semble se diriger vers un départ. Donc, on a ça d'un côté. On a Paixão. Qu'est-ce qu'on fait avec Paixão? Est-ce que l'OM doit le vendre ou miser sur lui pour cette saison à venir qui semble bien compliquée pour les Marseillais? Et puis le dernier, alors c'est un transfert qui s'est fait la semaine dernière, les copains, mais j'ai envie un peu d'en parler parce que ce joueur-là, c'est un peu particulier. On l'avait... être honnête, on l'avait perdu de vue. Tanguy Nianzou, on l'avait perdu de vue. Il y avait eu le transfert au Bayern qui avait fait couler beaucoup d'encre au moment de partir du Paris Saint-Germain. Et puis derrière, ça avait été au FC Séville et puis ça n'a pas marché. Et là, ça revient en Ligue 1. Donc voilà, on va se poser un peu les questions sur ces 3 dossiers de Ligue 1 aujourd'hui. Maintenant, demain, on verra l'actualité du mercato et ce que ça pourra nous donner. On a parlé tout à l'heure du cas Raphaël Leao avec l'AC Milan qui est dispo en replay ou qui est dispo aussi en podcast. Donc allez-y les copains, on y va. Et puis vous pouvez participer. Allez-y, on fait ça ensemble. C'est toujours mieux si vous participez et qu'on fait le débat ensemble, comme je le dis. Maintenant, si vous n'êtes pas là, je le ferai et avec plaisir. Comme d'habitude. Dernière chose, oui, si vous arrivez sur la chaîne, vous découvrez, dites putain, ça a l'air pas mal. Allez-y, commentez, vous pouvez y aller, des petits pouces, on envoie ça. Et puis, si vous avez envie de vous abonner, allez-y, ça nous donne de la force et ça nous donne encore plus de visibilité pour continuer nos petits débats et continuer d'échanger ensemble parce que c'est aussi un peu ça le FC Copain. C'est pas juste parler dans un coin, c'est essayer d'échanger ensemble et de voir si on va dire mon analyse elle va dans le sens de ce que vous pensez ou au contraire. Donc ça provoque le dialogue, donc on y va les copains, hésitez pas, interpellez-moi si vous pensez que je raconte une saucisse. On peut échanger. Bon, alors le premier débat
de ce petit mercato live. Gars, c'est un peu de l'actu chaude. Hein. C'est un peu de l'actu chaude. C'est Bradley Barcola. Et donc, on va se poser la question ensemble, les copains. Est-ce que Bradley Barcola a raison de vouloir partir à Liverpool? Moi, je vous le dis comme ça, spontanément, non. Non. Non, pourquoi? Parce que mon copain, t'es au Paris Saint-Germain, donc un club qui est ultra compétitif. Tu viens de remporter 2 Ligues des Champions là-bas. Tu as fait 3 demi-finales depuis que tu y es. Je comprends peut-être l'idée de vouloir un autre statut. Ça, d'accord. Ça, je veux bien entendre. Mais par contre, te trompe pas, Bradley. Est-ce que partir à Liverpool, là, maintenant, tout de suite, te garantit véritablement une place de titulaire, ce que tu dois réclamer, et ce que tu n'as pas forcément de manière fixe du côté du PSG? J'ai envie de vous dire, les copains, ça me semble être une fausse bonne idée de vouloir partir là, maintenant. Alors, est-ce que c'est vouloir partir ou est-ce que c'est juste refuser de prolonger? Oui, parce que dans ces sujets mercato, on est obligé de faire des nuances. Donc, est-ce que c'est juste, il n'a pas voulu prolonger, ou est-ce que on est sur autre chose, c'est-à-dire il veut partir pas au bras de fer, mais en tout cas, il veut partir absolument. Et là, si c'est ça, là pour moi, j'ai un problème. Si c'est juste, tu veux pas prolonger, mon copain. Bon, après tout, c'est l'histoire du foot. Qui plus est ces dernières années, les joueurs ont aussi cette carotte-là, j'ai envie de dire, vis-à-vis des clubs pour pouvoir être un peu plus influents. Donc, si on est juste là-dessus, genre je veux pas prolonger, mais je pars pas non plus en bras de fer. Après tout, pourquoi pas? Ça peut être dur quand t'es supporter du PSG. Tu peux te dire ah bah ouais, mais comment ça se fait que le gars veut pas rester alors que quand on l'a pris, c'était un petit espoir lyonnais et on est en train limite de lui avoir mis on va dire une carrière dans les pieds. Oui, d'accord. Maintenant, le joueur, il est pas non plus resté inactif sur le banc et il a pas pris les trophées comme ça. Donc, il a participé, on va dire, au développement du Paris Saint-Germain. Je pense que là, on est typiquement dans j'exige un statut et je suis pas forcément pour, hein, parce que je peux vous faire des banalités avec le foot, c'est un sport collectif et tout ça. Il faut faire cohabiter évidemment tout un tas d'individualités et tout un tas. Il y a que 11 places hein, sur le terrain et les effectifs sont de plus en plus larges. Donc, ok, je comprends. Maintenant, est-ce que notre ami Bradley Barcola, dans cette histoire, il a vraiment à gagner à aller au clash avec le PSG? Non. Pour moi, non. Il a aucun intérêt. Il a aucun intérêt, même si Luis Enrique l'apprécie particulièrement et que jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème de comportement avec Barcola, en tout cas dans mes souvenirs. Est-ce que là, il a envie de forcer absolument ce départ? Si c'est ça, moi je vous dis directement, c'est une mauvaise idée. Et là où je continue en plus d'aller sur le thème que c'est une mauvaise idée, c'est que Liverpool, au moment où on parle, mon copain, c'est pas gagné non plus. Hein. Y a pas d'autoroute en face de toi pour pouvoir prendre le poste absolument. Hein. Donc, bien sûr, je me doute bien, je suis pas stupide. Si Liverpool vient à aligner un gros chèque sur notre ami Barcola, je me doute que ça va pas être sans. Enfin, c'est pas pour aller le mettre en concurrence, mais sur le papier, t'as un Cody Gakpo. Et après, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Bon, Barcola, Gakpo, il y a un monde. Ok, si vous voulez, sur la forme du moment, peut-être que Barcola est mieux. Et encore, hein, sur la Coupe du Monde, Gakpo, il a plutôt été bon. Alors si maintenant Gakpo est sur le départ, ok, mais je sais qu'un Ekitike va revenir. Ekitike peut être mis aussi décalé sur le côté gauche.
il y a embouteillage, il y a un peu embouteillage côté Liverpool. Donc après, voilà, on va regarder un peu les stats, on va regarder un peu sa saison. Et oui, d'accord, la saison de Barcola, elle est bonne. Elle est encore meilleure à partir du moment où tu te retrouves avec une Ligue des Champions remportée. Oui, ça c'est sûr que la saison collectivement, elle est bonne. Mais est-ce qu'on a véritablement la sensation que Barcola a enfin passé ce palier qu'on attend depuis un bon moment, depuis quelques mois? J'ai pas cette sensation-là. Parce que si on regarde d'un peu plus près ses stats en haut du visuel, les copains, en Ligue 1, ça nous donne 29 matchs, 11 buts, une passe décisive. Les copains, moi, c'est... Alors, ok, sur le point de vue des buts, je peux pas lui enlever. Il nous fait cette dizaine de buts, 11 buts au total, avec un penalty tiré. Ok, c'est plutôt pas mal. Par contre, là où je suis vraiment sur le, on va dire, je fais un petit peu la gueule, c'est sur le taux de passe, en fait. Une passe décisive en 29 matchs. Et puis, les gars, il a joué quand même 1750 minutes, donc, dans un championnat, en Ligue 1, avec une équipe, du PSG qui est dominante. C'est pas des stats qui sont extraordinaires. Alors, en Ligue des Champions, il joue quand même 16 matchs. Ça, c'est quand même pas rien. Donc, il joue tous les matchs. Donc, comment il s'appelle? Luis Enrique l'a aligné pour tous les matchs. Ok, pas de problème. Mais, il y a que 2 buts. Il y a que 2 buts et 4 passes décisives. Alors, 4 passes décisives, pas mal. Par contre, quand on va regarder d'un petit peu plus près, les fameux buts en question en Ligue des Champions. Ok, c'est face à Chelsea, donc c'est des matchs à élimination directe. Mais le but à l'aller, c'est son ouverture du score. Donc ça, rien à dire. Par contre, le match au match retour, c'est un match un peu particulier où ok, voilà, il y a encore du suspense, mais bon, vu l'avantage du PSG au match aller 5-2, bon, c'est moins important. Et derrière, ok, il y a une passe décisive pour Dembélé au tour suivant en quart de finale contre Liverpool. Mais derrière, après, il ne le stade plus. Donc après, c'est là où est un petit peu le souci pour moi, c'est que moi, je vous amène sur un truc, les copains. C'est que les stats, elles sont intéressantes. Pareil, si on regarde sa heatmap, on voit bien que c'est quand même un gars qui joue essentiellement côté gauche, pardon. Donc c'est la fameuse polyvalence de Barcola. Je dis pas qu'il peut pas en avoir, mais en tout cas, sur sa heatmap de sa saison en Ligue 1, Luis Enrique l'a vraiment utilisé principalement sur le côté gauche. Donc est-ce que il est en capacité de prendre ce poste côté gauche où je vous dis, pour moi, il y en a un qui s'impose déjà de base, c'est Gakpo. Bon, après, je sais pas, peut-être que Gakpo, il y a certaines limites chez lui. En plus, le pauvre, on sait qu'il a vécu un drame personnel, donc je sais pas, peut-être que il y a un souci avec lui, mais d'aller péter le chéquier pour Bradley Barcola, qui certes est un joueur intéressant, est un bon joueur, on va pas dire du tout le contraire, c'est un joueur intéressant, mais qui semble encore, je trouve, c'est mon avis, perfectible. Et dans ce côté perfectible, est-ce que tu vas mettre les fameux 100 millions que vont demander par exemple le PSG? Je sais pas. Moi, honnêtement, je sais pas. Maintenant, on est très clair, Barcola, au moment où on parle, sa valeur marchande, elle est estimée à 90. Donc, c'est pas non plus déconnant, c'est pas un montant surréaliste que le PSG vienne à demander ça s'il ne vient à pas prolonger. On est dans ce tarif-là. Par contre, moi, je trouve que 90 pour Barcola,
après ses saisons au PSG, après son arrivée en 2023-2024. Moi, je trouve, il n'a pas la certitude d'être titulaire. Et vous commencez à comprendre, hein, moi en tout cas dans tous ces débats mercato qu'on peut avoir et dans toutes ces questions qu'on peut se poser, c'est aussi l'intérêt du joueur en fait. L'intérêt du joueur. Est-ce que le joueur il va jouer? Est-ce qu'il va gagner du temps de jeu? Est-ce qu'au contraire il va être en concurrence? Est-ce que c'est un choix numéro 1 de l'entraîneur? Évidemment, il y a la compatibilité avec le championnat. Maintenant, on est, comme dirait Paulo Breitner d'RMC, on est dans des championnats globalisés de plus en plus. Donc, dire les spécificités de chaque championnat, oui, on en a encore un peu, quelques-unes, mais bon, j'ai envie de vous dire que à ce niveau-là de performance, bon, il peut jouer aussi bien en Serie A qu'en Bundesliga, qu'en Première Ligue ou qu'en Liga. Voilà, maintenant, pour le mieux dans ses qualités, oui, j'ai tendance à vous dire que c'est la Première Ligue pour lui. Mais Liverpool, c'est pareil. Est-ce que tu es sûr de pouvoir être titulaire là-bas? Donc après, je sais pas, pour l'instant, là, on nous parle de Liverpool parce qu'il semble ne pas vouloir prolonger. Ok, très bien, ça s'entend. On peut voir que son statut a évolué entre son arrivée directe en 2023 et son statut maintenant. Oui, évidemment, hein, les copains, on a bien vu, hein, il y a Guevara qui est arrivé, entre-temps, il y a Doué aussi qui est arrivé, et dans les postes offensifs, il n'a plus forcément ce côté indispensable qu'on avait pu très vite trouver chez Barcola et le PSG dès son arrivée. Je vous dis pas qu'il est pas essentiel, parce qu'encore une fois, 16 matchs. 16 matchs de Ligue des Champions disputés cette année. Donc 16 matchs de Ligue des Champions, les copains, faites votre calcul, il a joué tous les matchs. Donc il a joué. Et en tout, c'est 48 matchs disputés avec le PSG cette année. Donc il fait partie intégrante de la bonne saison, et de la saison même historique, du Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que le PSG a envie de surpayer? On commence à comprendre que non. Hein. De plus en plus, on commence à comprendre que la fameuse surcote et les fameuses rallonges qu'on pouvait avoir avec Nasser qui remettait un petit peu toujours un peu plus pour garder les joueurs, et parce que là on n'est plus là-dessus. Donc on est sur des grilles de salaire, on l'avait vu avec Donnarumma, là on le voit encore avec Barcola. Si à un endroit le PSG s'y retrouve, pas de problème, tu prends tes affaires et merci, au revoir. Donc je pense que Barcola il est un peu là-dedans. Il est un petit peu là-dedans, c'est-à-dire on ne surpaiera pas pour te garder. Je pense que l'offre elle doit être assez intéressante, mais peut-être que je suis un peu le naïf aussi en vous disant ça, mais peut-être qu'il y a aussi la situation sportive et que voilà, Guevara va pas partir, Doué va pas partir, Dembélé va pas partir, on parle de Ferran Torres qui va rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a bien compris, Bradley Barcola, que son temps de jeu va pas forcément grimper de manière effective cette année. Donc, est-ce qu'il a envie de profiter de la bonne hype qu'il y a autour de lui? Parce que je répète, hein, les 90 millions, c'est la somme auquel il est estimé en 2026 au 22 juillet. Donc, en plus, l'actualisation, elle date pas d'aujourd'hui. Elle date pas il y a 3 mois, pardon. Elle date bien d'il y a quelques jours. Donc, justement, les 90 millions, est-ce que pour lui, c'est pas l'occasion de monnayer un maximum? Et ok, monnayer, c'est une chose. Par contre, le fameux statut, si tu pars à Liverpool, mon copain, je pense pas, sincèrement, que tu mets tout le monde d'accord et que tu mets tout le monde sur le banc. Donc, à voir. Attends, comme je le dis, si Liverpool vient à réellement aligner ce tarif-là, je pense pas une demi-seconde qu'il vient pour cirer le banc. Mais je répète, Cody Gakpo, qui est pour l'instant un peu le titulaire de ce poste-là pour Liverpool, moi je vous le dis honnêtement, je vois pas pourquoi on va dire Cody Gakpo va jouer 10% du temps et 90% Barcola. Pour moi, c'est du 50-50 entre les deux. Allez, 60-40 parce qu'il y aura un gros investissement entre les deux, mais il n'y a pas un monde entre Gakpo et Barcola. Donc voilà, il y a ce paramètre-là. Maintenant, oui, j'ai bien compris que on est à des
on est à des époques où l'entourage peut jouer beaucoup, la possibilité de prendre le gros transfert peut jouer beaucoup. Il y a plein de paramètres. Je les enlève pas. J'enlève pas du tout tous ces paramètres dans l'histoire. Maintenant, est-ce que ça vaut véritablement le coup, comme je le disais tout à l'heure, de forcer le départ? Pour moi, non. Parce qu'en plus, tu es dans un club qui est compétitif et qui veut pas te mettre dehors, en fait. Tu vois, il a encore 2 ans de contrat, il est en contrat jusqu'en 2028. Pour moi, ça aurait encore du sens, en fait, de continuer. Maintenant, on a compris, le PSG veut pas se retrouver avec un dossier un peu bourbier, avec un gars qui prolonge pas et à qui il reste un an de contrat. Ok, je comprends. Mais pour le joueur, alors je vous dis pas d'aller dans un club vraiment plus modeste et plus bas, mais Liverpool pour gagner du temps de jeu en 2026, quand tu sors du Paris Saint-Germain, je suis pas sûr que c'est le choix le plus pertinent. Donc après, je vais pas m'étendre 15 ans sur ce dossier. On va attendre de voir parce que pour l'instant, on a juste la communication officielle que le joueur prolonge pas. Bon, est-ce que ça donnera une suite? J'en sais rien. C'est possible que ça agite dans les prochains jours, mais là maintenant comme ça, je vous le dis, l'histoire du transfert à Liverpool un peu forcé de la part de Barcola, mon copain, je pense que c'est pas la meilleure idée que t'aies eu ces dernières semaines. Et si c'est l'entourage qui on va dire, te pousse vers cette éventualité pour prendre un gros chèque, bon, encore une fois, je vous dis, les copains, je pense pas que le PSG il lui propose une diminution de salaire. Il doit avoir un peu plus maintenant. Voilà, la fameuse question du temps de jeu doit rentrer en ligne de compte. Mais voilà, pour terminer sur ce dossier, est-ce que Barcola a vraiment raison de vouloir partir à Liverpool? Ah non. Non, pour moi, non. Non, il n'a pas raison de vouloir partir. On va attendre les prochains jours. Mais pour moi, mon copain, tu peux largement continuer au Paris Saint-Germain. Et si tu as vraiment l'envie de partir, Liverpool, assure-toi vraiment que tu as une place de titulaire sûre et pas avec une concurrence vraiment forte. Parce que je le dis, Gakpo, c'est pas non plus gagné que tu aies ta place de titulaire assurée dans ce type de configuration. Donc Bradley, non, t'as pas raison de vouloir partir à Liverpool. Voilà pour le premier sujet. On va passer sur le second. Alors, on va parler un peu plus de Ligue 1, mais alors de Ligue 1 moins internationale peut-être moins internationale. On va parler de Paixão. Et on va se poser la question de savoir si l'OM doit garder ou vendre Paixão pendant ce mercato 2026. Donc, est-ce qu'ils ont raison? Ils auraient raison, les Marseillais, de vendre notre ami Paixão pendant cet été. Alors, je suis partagé, les copains. Je suis vraiment partagé parce que bon, soyons clairs, Paixão, c'est plus ou moins un bon joueur. Bon. Enfin, allez, on va me dire c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur pour plusieurs choses. C'est un gars qui peut t'apporter un plus dans le dernier tiers du terrain, que ce soit par sa frappe, faculté d'élimination un peu moins, mais bon, on en a vu quand même un petit peu, sa vitesse et sa qualité de passe qui est pas si dégueulasse que ça. Voilà. Maintenant, en QI foot, je suis un peu plus partagé. Capacité à faire les bons choix au bon moment, au bon endroit. J'ai des doutes quand même un petit peu sur notre ami Paixão. Et la fameuse marge de progression du garçon, je suis partagé plus quoi. Je suis partagé parce que il a montré des choses intéressantes. On va le voir dans les stats et même dans les matchs. On l'a pu le voir dans tout un tas de rencontres. Il a pu apporter quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est assez régulier? Est-ce que c'est assez
Est-ce que c'est assez fort, tout simplement, en fait? Est-ce que c'est ce genre de joueur qui peut faire un saut de qualité pour l'OM? Moi, j'ai des doutes. Alors attention, quand je vous dis j'ai des doutes, je suis pas en train de vous dire non, vas-y, faut qu'il parte absolument. Mais dans mon esprit, voilà, je vous le dis direct, les copains, on va pas tourner autour du pot. Paixão, en 2026, en juillet 2026, ça vaut encore 35 millions. Pour moi, ces 35 millions-là que tu peux récupérer avec Paixão, alors, sois très clair, dans un monde idéal pour l'OM, hein, c'est-à-dire récupérer les 35 millions pour les réinvestir et les réinjecter dans le mercato. Maintenant, je suis pas stupide. J'ai bien compris qu'une partie de ces 35 millions, s'il y avait 35 millions, ça serait aussi pour éponger les dettes et pour mettre bien McCourt, enfin, pour remettre le club un peu à flot, pour que McCourt ne soit pas encore obligé pour une énième fois de lâcher les bifetons. Mais si on est dans un monde idéal et que tu viens récupérer 35 bars sur Paixão, pour moi, si tu es intelligent, tu peux arriver largement à bonifier ces 35 millions en faisant plusieurs opérations, voilà, qui pourraient te garantir un tout petit peu de plus de solidité et de fiabilité sur certains postes. Parce que c'est un peu ça. Malheureusement, Paixão, je suis désolé, mais il y a un contexte aussi à l'OM au moment où on parle. C'est-à-dire que l'équipe en elle-même, elle est fatiguée. Elle est fatiguée et on va pas découvrir qu'en fait, les joueurs qui avaient des bosses sur la tête l'année dernière, à force de prendre des gifles et des gifles et des gifles, ils sont pas forcément mieux là maintenant parce qu'ils ont pris un bon mois de vacances. Il y a tout un tas de joueurs en plus qui étaient même pas là à l'OM pendant les derniers mois, qui reviennent là. Enfin, ça me paraît vraiment très 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 compliqué pour l'OM cet été pour arriver à construire une équipe avec les joueurs qui sont déjà là. Parce que je ne crois pas que tu puisses arriver à guérir 70% d'un effectif malade. Je pense pas. Donc pour moi, il faut qu'il y ait des joueurs qui partent. Il faut qu'il y ait des joueurs qui partent et et d'autres qui arrivent avec une autre dynamique, une autre volonté, pas recrutés pour les mêmes raisons. Il y a certains joueurs qui sont venus l'année dernière à l'OM et les saisons précédentes pour être compétitifs, jouer la Ligue des Champions et tout ça. Là, on a compris. Hein. Pour l'instant, au 26 juillet, les copains, on a compris que le budget de l'OM, il était salement pas extensible et que les perspectives de faire, on va dire, grandir cet effectif, non, même pas grandir, de le faire gonfler cet effectif, ça va être compliqué. Alors après, sauf si tu vas chercher des joueurs en Ligue 2, où là, tu pourras peut-être en prendre à l'appel, mais par contre, des joueurs qui te font, là encore, le saut de qualité, tu n'en auras pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que les fameux 35 millions de notre ami Paixão, je vous le dis, là, au moment où on parle, on est obligé de se dire que ça peut peut-être être la bonne option pour pouvoir rendre l'OM plus compétitif. Maintenant, attention, c'est très beau, c'est 35 millions. Maintenant, je n'enlève pas non plus les capacités de Paixão et peut-être cette fameuse seconde saison en Ligue 1 avec l'adaptation entre les Eredivisie et la Ligue 1. C'est un joueur qui a 26 ans, qui vient de fêter ses 26 ans. Donc, est-ce que ça vaut véritablement le coup de le vendre là maintenant tout de suite et de lui dire bon bah écoute merci, c'est bien, mais tu nous rapportes les 35 millions qu'on avait mis, les 30 millions qu'on avait mis sur toi l'année dernière? Je suis pas sûr. Parce que l'OM, on serait dans une configuration où l'OM serait en capacité, je vous dis, de pouvoir réinvestir ces 35 millions, mais de suite. Bon, bah là, je vous le dis, ok, bon, bah écoute, Paixão, c'était pas mal, c'était intéressant, mais on va peut-être s'arrêter là. Mais là, quand je vois le marasme dans lequel l'effectif se retrouve, mais les copains, je vous le dis, hein, Paixão, tu vas pas cracher dessus, en fait, hein, quand t'es Genesio. Tu vas pas cracher dessus, hein. Et bien sûr, c'est sûr et certain, c'est pas Ronaldinho Prime, on en est très loin, et on n'y sera jamais,
Mais par contre, tu veux quoi? Tu veux tenter avec les minots? Les minots que tu fais signer au fur et à mesure, je vous le dis, c'est risqué. Hein. On parle d'un club comme l'OM. Hein. On ne parle pas d'un club, on va dire, en phase de transition, mais allez, je manque pas de respect aux Lillois ou aux Rennais, mais on n'est pas sur ce genre de club-là. Là, ok, les supporters ont déjà acté qu'en fait, la baisse des ambitions, elle est là. Et si tu leur enlèves Pachao et c'est juste pour aller mettre des minots, ça va pas passer, hein. Ça va pas passer, hein. Tout aussi lucide soit-il, certains supporters, parce qu'on en a d'autres malheureusement qui sont pas la lucidité est pas forcément leur caractéristique numéro un, mais pour une bonne partie, il va falloir quand même des joueurs parce que l'OM a déjà perdu deux joueurs offensifs, dont sa principale gâchette l'année dernière, Mason Greenwood qui est parti à Fenerbahçe. T'as perdu Aubameyang aussi. Donc là, si tu perds Paixão, tu perds une partie de ton trio. Alors, ok, Guiri pouvait jouer. Ok, il y avait d'autres joueurs qui ont pu jouer, mais on va dire c'est ton trio qui vient à partir. Donc, faut prendre ça en compte. Maintenant, je vous dis les copains, vu l'urgence dans laquelle se trouve l'OM, financière et même au niveau des joueurs, je vous dis après il faut qu'il y ait un bon recrutement. Si Lorenzi il récupère les 35 bars et qu'il va nous chercher Romain Del Castillo, bon là je vous cache pas, à la limite gardons Paixão parce que peut-être qu'avec une deuxième saison il peut arriver à prendre de la valeur et on est avec un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2030. Donc le garder une saison ne lui ferait pas perdre on va dire une quinzaine de millions d'euros de base. Il resterait 2 ans après, ça serait un petit peu différent. Mais là, il est en contrat jusqu'en 2030, donc on peut avoir ça. Et n'oubliez pas non plus que bien sûr, on a vu certaines lacunes et je viens de dire que c'était pas Ronaldinho Prime, loin de là. Mais par contre, c'est pas non plus un joueur dégueulasse et comme on en a pu avoir à certains moments à l'OM. Hein. Ne nous trompons pas. Hein. C'est pas. Il y a eu des buts en Ligue des Champions. On se rappelle de son but de son doublé même face à l'Ajax. Il y a un but aussi face à la Saint-Gilloise et un autre face au Sporting qui malheureusement ne sert à rien puisqu'il y a défaite demain. Mais voilà, en Ligue des Champions, il a pu montrer à certains moments qu'il pouvait avoir le niveau. Il l'avait montré à Feyenoord, hein. N'oubliez pas. Hein. Moi, je me rappelle très bien de son match contre l'AC Milan l'année avant de sa venue. Il est décisif dans l'élimination des Rossoneri. Donc attention, c'est pas non plus le pimpin qu'on veut nous expliquer. Maintenant, oui, évidemment, les copains, on s'attendait forcément un peu tous à un joueur un peu frisson, à un joueur qui pouvait peut-être faire passer un cap à l'OM. Bon, bah on l'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Maintenant, dans la saison cata de l'OM, est-ce que c'est vraiment le premier à blâmer? Non. Non, moi je vous le dis, non, véritablement non. Et regardez juste un petit peu sa hitmap, c'est toujours intéressant de voir. C'est un gars qui, à la base, qui est lié gauche. Bon, bah regardez quand même là pareil sa position. C'est un gars qui a œuvré pour le collectif. Il y a même des moments où il a joué piston. Je vais pas vous dire qu'il a joué latéral, mais quasi. Donc sur l'attitude, Paixão, c'est difficile, tu vois, de dire bon bah oui, en même temps, vas-y, t'as pas été super génial, et en plus l'attitude est pas folle. Bon bah merci, au revoir. Non, la réalité c'est que c'est pas ça. C'est que Paixão sur la globalité de sa saison, je vous dis, la saison de l'OM est atroce. Elle est atroce, il y a l'élimination en Ligue des Champions, il y a le départ de De Zerbi, l'arrivée de Bey, la fin en roue libre. Est-ce que vraiment on peut mettre, je vous dis, Paixão en responsable? Non. Non. Et en Ligue 1, à certains moments, il a montré qu'il pouvait rendre des services. Mais oui, on en attend plus. Un gars qui a acheté 30 millions par l'OM, on peut pas se contenter juste de 12 matchs, 6 buts en 42 matchs, toutes compétitions confondues. C'est pas assez. C'est pas assez. Donc bien sûr, ça je suis totalement d'accord. Et là pour ça,
J'irais plutôt sur l'idée, écoute, mon copain Pachao, je pense que là, ça serait peut-être bien le moment de partir. Mais de l'autre, je vous dis, il y a un tel désert du côté de l'OM. Il faudrait qu'on ait la garantie, la certitude que Lorenzi utilise à bon escient ces 35 millions qui viendraient à être récupérés. Voilà. Si tu es vraiment sûr qu'avec ça, je dis pas que tu vas chercher des top players, parce que en 2026, avec 35 millions, t'as plus de top players véritablement. Donc non. Mais par contre, tu peux peut-être aller chercher 2-3 joueurs de Ligue 1 avec un peu plus avec un peu d'expérience. Je dis pas le Del Castillo, s'il le prend, à la limite, vas-y, prends-le, mais il doit être pris en complément de plusieurs autres joueurs pour pouvoir arriver à faire le nombre. Je rappelle que l'OM fait l'Europa League, donc t'es obligé quand même un minimum de te renforcer pour pouvoir jouer toutes les compétitions, vu que là, pour l'instant, l'OM est en train de perdre tous ses joueurs. Donc, va falloir quand même, à un moment donné, aller en chercher, parce que si tu vas juste, si ton idée, c'est juste d'aller miser sur les jeunes, je vous dis, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule, parce que déjà, on n'a pas le niveau des jeunes, on sait pas réellement le niveau de ce qu'ils valent. Ok, il y a eu la Gambardella il y a 2 ans, mais entre-temps, si vous voulez que je vous fasse la liste de tous les joueurs qui ont gagné la Gambardella depuis 15 ans, et combien sont devenus pros et combien ont fait une carrière derrière, vous vous rendrez compte que c'est pas tant que ça. Donc faut mesurer ça. Et on parle d'un club comme l'OM. Et l'OM, bien sûr, il y a des saisons qui sont plus compliquées que d'autres, et certaines pendant lesquelles tu peux pas, t'as pas d'argent et t'as pas de moyens véritables, donc t'es obligé de faire avec les moyens du bord. Mais je vous le dis, les fameux minots qui passent, ils ont intérêt évidemment, de mouiller le maillot, ça paraît évident, mais en plus d'être particulièrement bon, parce que voilà, l'OM, on le sait, c'est un club particulier, et c'est pas un club qui a pour vocation de sortir des jeunes. Voilà, quand l'OL, l'année dernière, ou à plusieurs reprises ces dernières années, s'est retrouvé dans des situations un peu compliquées et il a fallu faire confiance aux jeunes, voilà, la fameuse référence au centre de formation lyonnais, qui est un des meilleurs en Europe et un des meilleurs en France largement. Ah oui, là, tu l'as pas à Marseille. Donc, comme tu ne l'as pas, la question de Paixão se pose. Donc, moi, dans ce fameux débat, Paixão, est-ce que l'OM doit le garder ou pas? Moi, j'ai tendance à vous dire de le vendre, parce que la situation est trop compliquée et il n'y a pas beaucoup de valeur marchande vraiment importante du côté de l'OM. Mais je voudrais, dans un monde idéal, avoir la certitude que Greg Lorenzi va être en capacité de pouvoir réellement investir correctement avec cet argent-là, plusieurs profils. Bah oui, là, de la Ligue 1, là, honnêtement, va me chercher du joueur Ligue 1, comme j'ai dit, Del Castillo ou d'autres joueurs que tu as dans ton répertoire, mais là, faut du joueur. Là, faut du joueur, parce que miser juste uniquement sur les gamins, non, c'est pas possible. Et évidemment, il faut pas non plus prendre un espèce de Paixão du pauvre avec un espèce de Brésilien qui arrive, alors je dis pas sur cassette parce que maintenant ça se fait plus, mais on s'est compris, un gars avec une réputation un peu chelou, parce que bon, bah ouais, on n'a pas grand chose, donc on va partir là-dessus. Non, si c'est ça, allez prendre plutôt un joueur de Ligue 1 qui a l'habitude. Mais dans la fameuse question, est-ce que l'OM doit garder ou vendre Paixão, c'est un peu un regret, parce que je l'aime bien, il est gentil, c'est plutôt un bon gars. Mais non, je pense mon copain, il vaudrait mieux que tu partes, ça ferait du bien aux caisses, mais surtout à l'effectif, parce que ça permettrait de pouvoir recruter un petit peu et d'avancer sur certains dossiers, parce que sinon je vois pas comment l'OM peut véritablement présenter une équipe compétitive s'il y a pas d'argent qui rentre, hein. Là, on a bien compris, c'est mort de chez mort. Donc voilà, c'est mon avis sur le dossier Paixão. Et puis bon, on va passer sur le dernier petit débat, les copains. Alors, je l'ai dit, c'est un dossier qui est déjà
fait depuis une petite semaine, c'est le LOSC fait-il une bonne affaire en recrutant Tanguy Nianzou? Et ouais, parce que Tanguy Nianzou, mine de rien, on l'avait un petit peu perdu de vue. Hein. Je peux comprendre si vous l'aviez perdu de vue. Bon, on a toujours un petit œil parce qu'il restait quand même dans un championnat européen, en Liga, à Séville, donc on avait quand même un œil, mais on va être très clair, on a perdu sa trace depuis son fameux départ du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc est-ce que là, mis comme ça, là, quand on vous pose la question, est-ce que c'est une bonne recrue ou pas pour le LOSC? Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, le prix. Combien ça coûte un Tanguy Nianzou en 2026? Un Tanguy Nianzou en 2026, il y a un petit avantage. C'est que, en même temps, c'est libre. C'était libre et en même, si on va même un peu plus loin, la valeur marchande, elle était estimée à 1,2 million d'euros. Donc, on n'était quand même pas sur une opération très onéreuse de la part du LOSC. Maintenant, vous avez des yeux. Je pense que vous voyez bien la valeur marchande du gamin. Donc, en 2021, on est à peu près 12 millions d'euros. OK? Ça part au Bayern à cette époque-là. Donc, en 2020. Ça va rester plusieurs saisons du côté du Bayern. 2 saisons en tout. Et puis, ça va partir à Séville. Pour une petite plus-value. À 16 millions d'euros, mais la valeur, déjà, elle a commencé à baisser. Parce que oui, pourquoi? Notre ami Tanguy Nianzou, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué déjà au Bayern. Mais bon, on pouvait se dire, concurrence un peu importante, il y avait du monde, c'est pas facile de se faire une place. Ok. Il part à Séville. Il part à Séville en 2022. Et là, derrière, les copains, vous voyez bien, hein, la valeur marchande, elle s'effondre. Lui se blesse, n'arrive pas véritablement à prendre, on va dire, toute sa dimension en tant que titulaire du côté de Séville. Alors, il alterne par des bonnes prestations et puis derrière, il sort un peu de l'équipe. Il se blesse très souvent, joueur quand même fragile. Et il suffit juste de regarder sa dernière saison, les copains. Regardez juste sa dernière saison, on se rend compte que le gars, il a été blessé quasiment la moitié de la saison. Quasiment 6 mois. Donc, après ça, en plus, il joue pas. Donc, il perd sa place dans l'effectif. Enfin, dans le 11 titulaire. L'année dernière, c'est quand même un gars qui n'a fait que 12 matchs de Liga. Séville étant pas qualifié pour la Coupe d'Europe, donc il y avait même pas de Coupe d'Europe et il a même pas joué en Copa del Rey. Donc on est avec un gars qui a joué 648 minutes la saison dernière, pardon. Donc on est sur un gars relancé. Hein. Alors en plus, sur ces 12 matchs joués, il a quand même trouvé le moyen de choper 5 cartons jaunes et un carton rouge. Donc voilà, on peut passer en revue un peu les stats. Bon, je vous le dis, c'est pas bon. Que ça soit le nombre de ballons récupérés, les tacles, et puis après, j'ai vu quelques matchs de lui justement dans la période l'année dernière où il avait un tout petit peu joué. Ouais, on est très très loin du joueur prometteur qu'on nous avait. Je vais pas dire qu'on nous avait vendu, mais qu'on avait pu voir. Du côté du Paris Saint-Germain. Après, oui, ça c'est évident. Je pense que les agents se sont bien montés sur le garçon. Ont dû sûrement prendre une bonne com. Sûrement, parce que pour aller forcer le départ à ce point-là, on rappelle, à ce moment-là, le PSG aime beaucoup Tanguy Nianzou. Ça cherche plus, au contraire, à le garder, le prolonger, le faire jouer au fur et à mesure, plutôt que l'inverse. Derrière, désolé, mais le choix, il est catastrophique. Le choix de carrière, catastrophique. Et il n'a que 24 ans. On pourrait avoir la sensation qu'en fait, il a 27, 28 déjà, et qu'il est déjà passé à côté d'une carrière. Donc non, il a encore cet avantage-là. Il vient de fêter ses 24 ans. Donc en plus, c'est même pas, il va sur les 25 dans quelques jours.
Non, il les a passés, il les a eu le 7 juin. C'est un 2002. Donc, on parle d'un gars quand même qui a encore cette possibilité de pouvoir rebondir et d'avoir une nouvelle chance je vais pas dire au plus haut niveau, mais oui, quand même. Alors, il est dans un contexte, oui, le LOSC, on a bien compris ces dernières saisons. Je vais pas vous dire qu'ils se sont fait une spécialité de relancer des joueurs, mais peut-être des joueurs avec une envie de revanche. Il y a pu avoir, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais pas convaincu du tout par un Thomas Meunier, j'étais même pas convaincu non plus par un Olivier Giroud. Bon, bah, force est de constater que ces joueurs-là, même Aïssa Mandi l'année dernière, même si bon, voilà, en sélection algérienne et pendant le mondial, on a bien vu. Bon, ils ont été capables de pouvoir relancer. Maintenant, c'était avec Genesio, les 2 dernières saisons. Est-ce que là, Davide Ancelotti va être dans le même état d'esprit? J'en sais rien. Moi, ce que je peux juste voir, c'est que Tanguy Nianzou, c'est un espoir un peu déchu. C'est un espoir un peu déchu. Je vous dis pas que c'était le joueur qui me faisait le plus rêver, mais c'était un joueur intéressant avec une vraie marge de progression, une vraie présence physique. Il est quand même costaud, hein, 1m91. C'est un beau bébé qui peut jouer milieu de terrain, qui peut jouer en défense centrale. Est-ce que c'est pas ça aussi qui l'a un petit peu contrarié, c'est-à-dire de trouver véritablement son poste? Je crois de mémoire que c'est plus un milieu de terrain, mais qui a été un peu obligé de reculer parce que c'était compliqué de pouvoir jouer au milieu de terrain. Dans quel état d'esprit le LOSC le recrute? Est-ce que c'est juste pour le relancer et essayer de faire une petite plus-value, ou est-ce que c'est un gars sur lequel vraiment tu vas compter? Bon, c'est un gars qui a signé 2 ans. C'est un gars le LOSC est pas parti sur un risque énorme. Donc forcément, dans la question, est-ce que le LOSC a fait une bonne affaire en allant chercher Tanguy Nianzou? Bah, il y a le prix. Je vous l'ai dit directement. Et à chaque fois dans ces dossiers mercato, on est obligé de prendre le prix. C'est obligé parce que, en plus, en Ligue 1, à une période où t'as pas beaucoup de revenus, ouais, c'est vraiment compliqué. Donc, bien sûr qu'il faut pas se gourer, mais ça reste un joueur qui arrive libre, 24 ans, qui vient de défêter, qui a une certaine expérience, parce que le PSG, Bayern et le FC Séville, ça reste quand même sur le papier une certaine expérience. L'envie de revanche, bah oui, pour moi, il va l'avoir, parce que de toute façon, je vais pas vous dire, hein, mais l'année dernière, hein, Séville, hein, ça joue le maintien, hein, et ça se sauve plus ou moins sur la fin de saison. Je pense qu'il est dans ses projets de carrière et dans ses envies. Je pense que l'ami Tanguy Nianzou, il était pas dans ce mindset-là, hein, quand il est parti du Paris Saint-Germain. Donc là, revenir en plus à Lille, qui fait la Ligue des Champions. Donc t'arrives pas dans un contexte bourbier. C'est pas juste le contexte Ligue 1 qui peut te relancer. T'es dans un club, qui est factuellement compétitif. Et en plus, alors après, il va pas l'avoir au quotidien. Mais je pense que ça a joué dans ce truc-là. Je pense qu'il y a un lien avec Olivier Létang. Donc, est-ce que ça peut être le genre de joueur qui va être en capacité de pouvoir redonner toute la confiance et montrer tout le potentiel qu'on avait pu voir de lui et qui était très fort? On espère. Parce qu'en soi, je vous dis, c'est pas un mauvais joueur, loin de là. Voilà, c'est un joueur défensif, donc c'est pas le genre de joueur qui nous fait tous rêver. Mais ça reste quand même un bon espoir. Un gars qui a été en U21, donc maintenant c'est terminé les espoirs pour lui. Bien évidemment, là, l'équipe de France, c'est très très loin. On parle pas de ça, mais il a été formé au PSG. Donc, il a pu aussi avoir ce background-là
qui peut aussi lui permettre maintenant, à 24 ans, de trouver un peu la maturité avec le bon choix. T'arrêtes de partir un peu à droite à gauche. Là, tu signes pour 2 ans à Lille dans un championnat que tu connais. C'est là où tu as fait tes débuts. C'est pas si con, en fait. C'est pas si con. Maintenant, le seul risque, c'est que on perde définitivement un Tanguy Nianzou. Voilà. Pour moi, elle est là la véritable question. Parce que là, par contre, soyons clairs, mon copain Tanguy, si là, tu ne te relèves pas et tu ne reprends pas on va dire le courant positif de ta carrière, tu as déjà 24 ans. Donc là, dans 2 ans, tu en as 26. Là, si ça marche pas, le plan relance en Ligue 1 avec un club qui est plutôt à l'aise dans ce genre de profil pour relancer les joueurs. Là, mon copain, si ça passe pas là maintenant, ça va être compliqué pour toi. Ça va être compliqué pour toi. Je pense que la carrière risque vraiment de rester, au point mort. Donc, c'est pas ce qu'on lui souhaite. Voilà. On va arriver sur la fin de ce débat Tanguy Nianzou. Pour le coup, même si moi, je peux être un petit peu sceptique sur Nianzou, son efficacité et sa compétitivité là, maintenant, tout de suite. Maintenant, quand on pose la question, est-ce que le LOSC fait une bonne affaire en recrutant Tanguy Nianzou? Oui, j'ai envie de vous dire que oui, parce que les copains, il y a un transfert qui coûte rien. Un joueur, 24 ans, qui connaît la Ligue 1 pour y avoir fait ses débuts. Pas de risque financier majeur pour le LOSC. Ça ressemble tout de la bonne affaire. Maintenant, Tanguy Nianzou, je l'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Donc là, par contre, il y aura pas de, je l'ai dit, il y aura pas de seconde chance derrière. Si là, ça fonctionne pas là maintenant, oui, derrière, ça va être, j'en sais rien, des championnats plus exotiques ou des équipes plus anonymes. Là, tu as la perspective de pouvoir jouer la Ligue des Champions, d'accord? Après une saison compliquée à Séville, où tu jouais plus sur la fin de saison, où tu as été blessé, où réellement tu t'es jamais imposé. Là, tu as l'opportunité de pouvoir jouer la Ligue des Champions dans un club compétitif de Ligue 1. Ouais, j'attends que tu nous fasses le coup, mon copain Tanguy. Et si c'est le cas, je viens de le dire, il aura repris le cours de sa carrière et peut-être qu'à ce moment-là, il pourra être en capacité de repartir à l'étranger, mais avec une autre maturité, une autre expérience. Maintenant, attention, il y a aussi la fragilité. C'est un joueur qui reste très fragile, qui est grand, qui est aussi un petit peu manque peut-être. Je sais pas, je vois pas sa masse musculaire et tout ça, mais qui manque peut-être un petit peu de renforcement musculaire ou qui est peut-être juste un peu fragile. Mais c'est un très bon joueur de foot. On aimerait juste le voir jouer avec continuité. Donc là, on va l'avoir en Ligue 1 sous nos yeux. On va pouvoir se faire une vraie opinion. Mais pour la fameuse réponse à donner à notre question, le LOSC fait-il une bonne affaire en recrutant Tanguy Nianzou? Oui. Ici au FC Copain, on va dire oui, les copains, pour ce petit débat Tanguy Nianzou. Voilà les copains. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de, je vois qu'il y a du monde, mais il n'y a pas beaucoup de réactions sur le chat. Donc si vous n'avez pas de questions particulières, on va plutôt arrêter ce mercato live. Vous dire aussi qu'on va revenir très très vite pour d'autres débats. Je vous l'ai dit, on va parler de la sélection italienne avec l'Ambroglio Pirlo qui arrive sur le banc. On va parler encore de d'autres dossiers mercato. On va parler des clubs de Ligue 1 qui commencent à reprendre les uns après les autres. Voilà, on va continuer de parler foot, les copains, vous inquiétez pas, que ça soit dans la journée, dans l'après-midi, dans la matinée, dans la nuit, gardez toujours bien en tête qu'on est toujours présent. Donc merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Le live va être dispo comme je le dis à chaque fois en replay
sur la chaîne, mais aussi en podcast, donc sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de streaming. Donc allez-y. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, partager, envoyer des pouces. On répond aux commentaires par la suite. Donc allez-y, vous pouvez. Vous pouvez bien évidemment aussi vous abonner. C'est de ça qu'on a besoin. C'est ce qui nous permet de grandir et continuer d'avoir de la force jour après jour pour continuer les débats. Donc allez-y. Ça continue de grandir et on vous remercie chaque jour d'être de plus en plus nombreux et fidèles. Donc merci à tous. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao.